Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle session de live record. Donc du coup, vous êtes sur une nouvelle VOD. On est toujours sur En toute puissance. Alors pour nous, il s'est passé 2 semaines parce que la semaine dernière, c'était le 14 juillet. Donc j'ai profité que ma femme était à la maison pour un jour férié pour passer du temps avec elle. Donc nous, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas fait de lecture. Donc je sais plus exactement où est-ce qu'on en était. Je crois qu'on était sur les mécaniques de la honte, de la compassion, plus particulièrement, du fonctionnement de ces mécaniques-là. Mais j'avoue que exactement où est-ce qu'on en est, j'ai un peu oublié. Bon, vous, sur YouTube, vous avez la VOD d'avant qui vous dit exactement où est-ce qu'on en est, donc finalement, c'est vachement plus simple. Toujours est-il que, on va reprendre, on en est ici. Les mécaniques anti-compassion, lorsqu'elles deviennent organisationnelles, impulsées par un ou plusieurs leaders, fortement marquées par la SDO, une triade noire, sont dramatiques. Mais malgré l'écrasante souffrance de cette machine anti-compassion, la prévention est simple à comprendre, mais difficile à mettre en œuvre. La compassion doit être à l'honneur dans les organisations. Ainsi, les caractéristiques façon triade noire y seront vues comme des défauts et ne permettront pas aux personnes qui les porteraient d'accéder au pouvoir. Il s'agirait de substituer l'esprit de concurrence par de la coopération, pas seulement dans les modèles de fonctionnement organisationnel, mais dans nos têtes. Par exemple, en laissant tomber toute comparaison sociale concurrentielle. Il s'agirait de prioriser l'entraide et l'altruisme pour surmonter la haine de soi, la honte, la peur. À la place du sentiment de menace ou la quête de domination, on substituerait l'autocompassion responsable et l'affiliation entre les personnes. Cependant, dans la littérature, il y a très peu de solutions pour sortir les individus de leur forte orientation à la dominance sociale. Celle-ci étant fortement liée au statut donné, au fait que le monde social soit régulé selon des aspirations extrinsèques. Il n'y a pas d'autre choix que de changer le monde pour que cette orientation ne soit plus une stratégie de réussite. Ou pour le changer, la seule prévention réside en une éthique compassionnelle à aspiration intrinsèque. L'une des façons qui serait sans doute efficace, du moins pour amorcer un changement de paradigme et de nouvelles formes d'organisation, de nouvelles structures, serait d'avoir des leaders qui ne soient pas atteints des biais anti-compassion que l'on a vus, et qu'au contraire ils visent celle-ci, puis que volontairement ils se défassent du pouvoir pour le redistribuer, afin de rendre les organisations plus horizontales. Alors ça c'est assez intéressant parce que donc on arrive quand même sur la partie où on dit bon concrètement on voit l'état dans lequel on est. Socialement on nous pousse à être globalement des connards. Voilà. On peut résumer à ça. C'est une construction sociale de nos sociétés occidentales qui nous pousse à aller vers des choses qui sont plutôt de l'ordre de l'égoïsme, qui sont de l'ordre de la déshumanisation des autres, de la mise en place de hiérarchies, et ainsi de suite. Et donc du coup, comment est-ce qu'on peut casser ces systèmes-là? Comment est-ce qu'on peut casser tout simplement cette proportion que les individus ont à aller vers des actions égoïstes, à aller vers des comportements négatifs? Bah en fait, c'est simplement de casser ces constructions sociales, puisque ce n'est pas une réalité, on va dire, génétique, biologique, qui fait ça. Ce ne sont pas, on va dire, le naturel, ce n'est pas la nature humaine que d'aller vers ce comportement-là. C'est uniquement par une construction sociale que on va faire ces actions égoïstes. Et bonjour énormément à vous. Bonjour, vous êtes nombreux, bienvenue. Voilà, bonjour, on est en plein sciences sociales. J'espère que vous allez passer un bon moment avec nous. Merci énormément, Alex. Merci énormément. Bienvenue à vous tous. Vous êtes sur la chaîne des Fougères. Vous êtes en plus en VOD. Voilà, YouTube vous voit. YouTube vous voit. Et c'est plutôt beau. Alors, par contre, vous voyez vachement moins YouTube. Donc voilà, vous pouvez dire bonjour à YouTube, mais YouTube va avoir du mal à vous dire bonjour. Sauf si YouTube, dans les commentaires, marque bonjour, et qu'à ce moment-là, vous allez plus tard sur la vidéo YouTube pour voir si YouTube vous dit bonjour. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. Alors du coup, bienvenue à vous. On est en plein Vulgari jeudi. Qu'est-ce que le Vulgari jeudi? C'est tout simplement de la lecture de sciences sociales. Donc là, voilà, coucou YouTube, je passe sur YouTube, maman, exactement. Bienvenue à vous en tout cas. Vous êtes sur la chaîne des Fougères où on fait de la science sociale, de la vulgarisation de sciences sociales, de la politique. On est très de gauche. En même temps, c'est Lex qui me raide, donc vous vous doutez que je suis pas très de droite. Voilà, non, je suis pas très de droite, clairement pas. C'est qui ce YouTube? C'est toi, mais en tube. Ouais, c'était nul. Je sais. J'ai honte. J'ai un peu honte.
J'ai follow quand t'as dit de gauche. Et bah voilà, merci énormément. Merci énormément pour les follow. Bienvenue à vous. Actuellement, on est sur de la lecture de sciences sociales. Un peu plus particulièrement, on est sur En toute puissance, qui est un livre qui a été écrit par V6. Si ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir à la fois la chaîne YouTube Horizon Gull et le blog Hacking Social. Vous avez le lien qui vient d'être mis dans le chat, parce qu'il y a une commande qui vous permet justement d'avoir ces liens-là. C'est une chaîne et c'est un blog qui traite énormément de psychologie sociale, du fonctionnement de la psychologie sociale, du fonctionnement de certains mécanismes sociaux et ainsi de suite. Et là, plus particulièrement, on est sur une partie qui va peut-être vous parler énormément. Merci énormément pour cette pluie de follow. Merci énormément à vous tous. Bienvenue. J'espère que vous vous sentirez bien avec nous. Là, plus particulièrement, on est sur un passage où en fait on parle des comportements qui, on va dire, justement asociaux. Effectivement, il y a aussi la chaîne Twitch Tavernaxo, mais ils sont rarement dessus. Dans le sens où, en fait, toutes les deux, elles ont plutôt tendance à privilégier YouTube et le blog, même si effectivement voilà, vous avez également leur chaîne qui est Taverne Axo, qui a été marquée par Donio dans le chat, mais c'est assez rare qu'elle fasse des lives. Ça arrive, mais ça fait un moment quand même que j'ai pas vu ni Shakead ni V6 faire de live, ça fait un petit moment. Toujours est-il que donc là nous sommes sur un passage où on parle donc des comportements, on va dire asociaux, des comportements égoïstes, du fonctionnement des comportements égoïstes. Et le truc qui est intéressant, c'est que vous êtes plus particulièrement sur la partie qui nous dit concrètement, on constate que socialement en Occident, parce qu'on est plutôt sur un cadre occidental, on est poussé par les comportements sociaux, par les constructions sociales, à avoir ces comportements finalement de gros connards de merde, de gros connards de droite. Je vais dans les mots crus, je n'hésite pas. Le truc, c'est que ce n'est pas un état de fait naturel. Ce n'est pas naturellement que l'humain va aller vers ces comportements asociaux, vers ces comportements égoïstes. C'est pas du tout quelque chose qui est de l'ordre de la nature. Non, clairement pas. Voilà, gros connard de droite, c'est un terme sociologique universitaire validé, exactement. Là, on est vraiment sur des constructions sociales parce que c'est dans nos sociétés occidentales, très individualistes, capitalistes, néolibérales, racistes, coloniales, qu'on nous pousse vers ces fonctionnements-là. Pour autant, ce n'est pas un état de fait qui est, on va dire, immuable, qu'on ne pourrait pas changer, qu'on ne pourrait pas remettre en question. Et donc, on arrive sur la partie où on nous dit, bon concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? La nature humaine, hein. Exactement. Alors Emmanuel, don't do it. Emmanuel, arrête d'être libéral, s'il te plaît. Arrête d'être capitaliste. Arrête d'être président. Ça aussi, c'est bien. Non, mais il faut pas s'excuser. Non, mais voilà. C'est ton prénom ? Mais non. Mais je savais pas que c'était ton prénom. Du coup, voilà. Don't do it. J'apprends des choses. J'apprends des choses tous les jours. Parce que le pire, c'est que je suis souvent sur tes lives. Du coup, tu le vis bien ton homonyme ou pas ? Comment est-ce que tu supportes ton homonyme ? Est-ce qu'il te rend heureux dans ce qu'il fait, dans ses prises de décision politiques Est né le même jour que Chirac ? Tu cumules un peu quand même. Tu cumules un petit peu quand même. T'es sûr que t'es de gauche ? Je me fais insulter H24 depuis 2015. Ah bah ouais, c'est... Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Valls aussi. Oh là là. Oh là là. C'est vrai qu'il y a Valls aussi. Quel enfer, ouais, non, c'est vrai que c'est pas le meilleur prénom en ce moment. Ouais, non, c'est vrai que c'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur des prénoms. Là, oui, là, ouais, c'est vrai. Et bonjour Monsieur Doua. Bonjour à tous d'ailleurs, j'ai pas dit bonjour à tous les follow et j'ai pas dit bonjour à tous les gens qui ont parlé dans le chat, je suis désolé. Mais en tout cas, bienvenue à vous, j'espère que vous vous sentirez bien parmi nous sur la chaîne des Fougères. C'est qui Valls ? C'est quelqu'un qui m'arrêterait de prendre des valses, déjà. Alors c'est quelqu'un qui est politiquement une sombre merde, voilà, je pense que c'est un bon qualificatif, c'est une bonne description. Et du coup c'est quelqu'un qui a tendance à bouffer à tous les râteliers mais qu'on essaye de mettre dehors à tout le temps. Mais pourtant il revient. Vous savez, vous avez un mème avec les Simpsons où vous avez, je sais plus comment il s'appelle, Mo, je crois que c'est Mo le nom du tenancier du bar, qui prend le pilier de bar, qui le jette. Et au moment où il regarde dehors, en mode ça y est, je l'ai jeté,
bah tu as l'autre qui revient. Barney du coup apparemment. Barney qui revient derrière lui. Bah ça c'est Vals, c'est une bonne description de Vals. T'essayes de le jarter et il est toujours là derrière. Oh, Lex s'est abonné au Figaro. Je savais pas que t'étais masochiste. Pourquoi? Pourquoi te faire du mal? Pourquoi? Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Voilà, c'est malveillant. Non, non. C'est pas bien. J'ai pris un abo un mois pour 1 euro. Ouais, mais quand même. Bon, après, je dis ça. Faut savoir qu'il y a un an, j'ai pris un abonnement. Alors, c'était sur un agrégateur de journaux pour pouvoir faire justement des matinales sur l'actualité. J'ai arrêté parce que juste moralement, c'était pas possible en fait. Et à un moment donné où juste en fait faire des matinales d'actualité, ça me faisait péter un câble tellement il y avait d'absurdités droitos de merde. C'était vraiment horrible. Mais du coup, à un moment donné, j'ai commencé à lire du journal du dimanche. On a même, sur la chaîne ici, on a lu un article de Valeurs Actuelles. Et ben, on a toujours mal au ventre. Hein. Je peux vous le dire que même un an après, on a toujours la gerbe. Hein. C'était... Pouf. Voilà, je regrette ce moment. Oui, parce que c'est Céron qui a demandé. C'est ça le pire, il faut replacer les choses dans leur contexte. Hein. Céron, qui du coup est suisse, nous disait mais j'entends toujours parler de Valeurs Actuelles, il paraît que c'est de la grosse merde et tout, mais j'ai jamais eu l'occasion d'en lire, qu'est-ce que c'est? Et du coup je lui ai dit bah écoute, ça tombe bien, avec l'abonnement que j'ai, je peux accéder à Valeurs Actuelles, j'ai accès à ces articles, allez on va en lire un. Eh ben c'était pas bien. C'était pas bien. C'était horrible, c'était dégueulasse, c'était transphobe comme jamais. C'était waouh, c'est enfin Valeurs Actuelles quoi. Enfin, tout est dit en même temps, hein, c'est marqué dans le nom. Mais ouais non, c'était pas bien. Hein. C'était horrible. C'était horrible. C'était horrible. C'était horrible. C'est ouais. Donc on en a lu un et puis bah plus jamais. Et depuis, maintenant, Céron il sait. Et je sais pas s'il est heureux. Je pense pas, parce que s'il dit je regrette ce moment, ça veut dire que... Ouais, non, vraiment, c'est trop. Ça dépend, pour lire vers l'actuel, pas top, mais pour vomir, c'est génial. Ah oui, ça c'est vrai. Si vous avez un petit problème, vous avez un peu trop mangé ou quoi, que vous avez besoin d'un peu évacuer, ouais, là ça marche bien. Ça marche. C'est efficace. C'est efficace. Fallait l'abonner. Non. Il faut pas donner d'argent non plus à Valeurs Actuelles, hein, qu'on soit d'accord. Non, non, non. Clairement, non, il faut pas déconner. Non, vraiment, il faut pas. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Parce qu'on a lu des trucs mauvais hein, sur la chaîne. On a déjà lu du Point. On a déjà lu des articles de Le Point. On a déjà lu des articles de Marianne. Voilà, on a quand même un certain standing dans la merde. Vous voyez, on avait déjà testé des trucs pas bons. On avait déjà vu quand même le fond des chiottes. Le fond des chiottes. Après qu'une entière colonie de vacances ayant la gastro soit passée et que la personne s'occupant du ménage ne soit pas encore passée. Vous voyez, on avait déjà quand même le bon niveau bien au fond. Et pourtant, eh ben avec Valeurs Actuelles, on allait encore plus loin. C'était encore pire. Ouais. C'était pas bien. Voilà, je résumerai à ça, c'était pas bien. Voilà, on est à 2 doigts des billets de blog de France. Ah oui, non mais oui, complètement. C'est français de souche. France de souche. Oh, je sais plus leur truc à la con là, mais oui. Oui, c'est. Quel enfer. Quel enfer. Quel enfer. Bref, recentrons-nous un petit peu. Parce que quand même, après tout, on a YouTube qui est en train de nous lire, qui nous écoute. Ne t'inquiète pas YouTube, je ne t'ai pas oublié. On va continuer la lecture. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, même si ça fait quand même pas mal de temps que vous avez Lex qui renvoie vers moi de temps en temps, d'ailleurs merci encore énormément, hein. Et pour ceux qui sont de ma chaîne et qui n'ont pas encore mis le follow chez Lex, déjà c'est pas bien, je vous juge. Vous voyez, je vous juge, voilà. Donc mettez un follow si vous ne l'avez pas encore fait. Pareil, hein, les gens sur YouTube, on va voir le contenu de Lex. Enfin apparemment il s'appelle Emmanuel, donc bon ça marche un peu moins bien finalement. Je sais pas s'il faut que j'aille vous dire d'aller écouter du Emmanuel. Ouais, on va rester sur... on va peut-être rester sur Lex, voilà. Restez sur l'idée qu'il faut aller écouter Lex. Voilà. N'allez pas écouter Manu, écoutez Lex. C'est mieux. Jamais je n'oserais afficher les noms comme ça serait pas bien. Ça serait honteux, franchement. Toujours est-il que vous êtes ici donc sur la chaîne des Fougères, pour ceux qui ne connaissent pas.
On est une chaîne qui est hybride. Il y a plein de menus très bien. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Il y a plein de menus très bien et malheureusement, vous êtes vraiment pas aidé par les menus pas bien. Ils vous portent préjudice, clairement. 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 Toujours est-il que donc, vous êtes ici sur une chaîne qui est hybride. Vous êtes là pour voir soit du gaming, la moitié de la semaine, soit de la lecture de sciences sociales, de la vulgarisation de sciences sociales, de la politique, l'autre moitié de semaine. Pour être plus précis, s'il y en a qui sont intéressés, sachez que vous avez le planning qui est disponible avec une magnifique commande. Hop là. Voilà, vous voyez le planning. Donc le lundi, le lundi, le mercredi et le vendredi, c'est du jeu vidéo. Le mardi et le jeudi, c'est politique et sciences sociales, vulgarisation de sciences sociales, lecture de sciences sociales. Donc vraiment, on est sur une chaîne assez hybride. J'ai pas du tout les mêmes centres d'intérêt selon la journée. Voilà, on aime bien faire des choses comme ça. Mais si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas à venir regarder. En tout cas, merci énormément pour tous les follow. C'est grave adorable. Et donc aujourd'hui, on est plus particulièrement sur En toute puissance, qui est un livre qui est écrit par V6 Axo, et qui va tout simplement donner pas mal d'infos sur comment fonctionne d'un point de vue social votre propre personne. Comment est-ce que vous pouvez essayer de regagner un peu de contrôle sur ce que vous êtes, sur ce que vous faites. Parce que vous le savez peut-être, ou peut-être pas, mais les sciences sociales ont tendance à montrer que énormément de nos comportements ne nous sont pas vraiment, choisis conscieusement. Vous n'allez pas vous-même vous dire tiens je vais faire ça parce que voilà. En général, la plupart de vos comportements sont déterminés par le contexte, par notamment les éléments contextuels sociaux. Parce que vous vivez dans un bassin culturel, un bassin social particulier, vous êtes amené à avoir un certain nombre de croyances et d'actions d'un certain type. Notamment, on est revenu sur le fait, avec ce livre, que vous avez un truc assez rigolo qui existe, qui s'appelle la dissonance cognitive. La dissonance cognitive, en gros, c'est quand vous avez vos idées qui ne correspondent pas à vos actes. À ce moment-là, vous vous mettez à être en dissonance. En gros, un inconfort psychologique. Votre esprit va vous dire je suis pas content. Là, je te dis que je crois ça, et dans les faits, je fais totalement l'inverse. Ce n'est pas possible. Une croyance populaire est de dire que c'est les actes qui vont venir se conformer. C'est moi, c'est Philippe Couteau. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Une des croyances populaires assez largement répandue, et notamment à droite, consiste à dire qu'en fait, si vous voulez, vous pouvez. Si vous y croyez, si vous pensez telle chose, alors vous allez conformer vos actes à ça. Sauf que, c'est là où on arrive sur les trucs rigolos, les sciences sociales ont plutôt démontré l'inverse. En général, ce sont vos idées, ce sont vos pensées qui vont se conformer à vos actions. Parce que vous avez fait tel acte, qui est engageant de fait, puisque vous faites une action dans le monde concret, physique, visible, vu par les autres, alors à ce moment-là, vos idées doivent se conformer à ces actions. Alors que de l'autre côté, en fait, penser quelque chose et faire autrui, ce n'est pas engageant. Parce que penser, c'est juste penser de votre côté, dans votre petite tête. Il n'y a pas forcément de preuves, il n'y a pas forcément de preuves sociales, il n'y a pas forcément de passage à l'acte qui vont venir en fait ancrer la chose, puisque c'est une pensée de fait. Et donc du coup, on se rend compte qu'énormément de comportements sont dus tout simplement au contexte social, notamment, qui nous pousse à avoir un certain nombre de codes et d'actions qui sont faits. Tout à fait la théorie de l'engagement. Et donc du coup, on en arrive quand même à la situation qui est, de fait, on a des comportements qui sont nuls, voilà, parce qu'on a des codes sociaux qui nous poussent à ça, genre au pif, le patriarcat, le capitalisme, la transphobie, le racisme, le colonialisme, et j'en passe, vous voyez l'idée, qui du coup font qu'on a des comportements qui sont nuls, et donc de fait qu'on a des idées qui viennent se conformer à ces comportements nuls. Pour autant, on n'est pas sans défense contre ça. Pour autant, malgré ce que montrent les sciences sociales, malgré ce discours-là que vont avoir les chercheurs en sciences sociales, ça ne change pas qu'on a quand même du pouvoir là-dessus. Parce qu'on n'est pas sans défense. On peut, et on voit, parce qu'on connaît ces comportements et ces fonctionnements, on peut du coup essayer d'adopter tout simplement des actions contraires, des actions qui vont dans le bon sens. Et donc c'est ce qu'essaye de faire un peu ce manuel, c'est tout simplement de nous donner les clés des fonctionnements, les clés des théories en fait qu'il y a derrière, pour essayer de reprendre un peu de contrôle sur nos actions, sur nos pensées et sur nos sociétés plus largement. Donc c'est plutôt pas mal, notamment un des premiers points qui est évoqué dans le livre, c'est tout simplement que en fait c'est un manuel qui va essayer de vous pousser à faire du développement social, vous savez, du développement de groupe et pas du développement personnel. Parce que le développement personnel, c'est de la merde.
Voilà, je vous le résume ça comme ça, mais ça marche très bien, hein, c'est un bon résumé. Le développement personnel, en fait, c'est ramener les problèmes sociaux à des facteurs individuels. Ça marche pas, en fait. Si le problème vient du groupe, c'est pas toi dans ton coin qui va réussir à faire grand chose, concrètement. Voilà. Donc c'est pour ça que faire du développement personnel ne va pas faire grand chose de bien. Et c'est pour ça qu'on est sur un manuel qui nous pousse justement à montrer comment, en termes de groupes sociaux, on peut aller vers du mieux. Et comment est-ce qu'on peut aller vers du mieux? Payer mon loyer, c'est dissonant. Payer mon loyer, c'est la pauvreté. Mais c'est malheureusement la grande action de beaucoup de gens. On n'a pas trop le choix. On est obligé de contribuer à ce système-là alors qu'il nous défonce. Et c'est triste. Je n'arrive plus à suivre depuis que tu as dit bonjour. Je suis désolé. Pardon. Après, il faut vraiment pas hésiter. La liberté, ça n'a pas de prix. Et c'est pour Évidemment. ça que je suis bien pauvre. Hervé for the win. Faut pas hésiter, on est vraiment sur un live qui est là pour vulgariser. Moi en fait il faut savoir que mon bagage à la base, avant d'être streamer, là ça fait un peu plus de 2 ans que je suis streamer, à temps complet, mais avant, et d'ailleurs techniquement j'ai toujours le titre, hein, je suis psychologue. Je suis psychologue spécialisé dans le monde du travail, l'organisation du travail. Mon titre complet normalement, c'est psychologue social du travail et des organisations. Voilà, c'est le titre ronflant, un peu long. Mais globalement, c'est mon travail en fait, notamment de vulgariser et d'apporter un éclairage facile d'accès. C'est déjà quelque chose qui est très bien fait par V6, hein. Le livre est vraiment très clair et permet vraiment à n'importe qui n'a pas spécialement de bagage académique, qui n'a pas forcément de connaissances, on va dire, scientifiques sur la chose, de pouvoir accéder à la compréhension. C'est vraiment le truc. Les vulgaris jeudi, c'est aussi un jour de digression, tout à fait. Céron a parfaitement raison quand il dit ça. C'est fait pour. On est sur des lives où l'idée, c'est que c'est en live. On est là pour faire de l'interaction, on est là pour échanger. Si vous ne comprenez pas certains termes, si vous ne comprenez pas certaines notions, il faut vraiment pas hésiter à me dire attends, je suis perdu, qu'est-ce que quoi? Je suis là et on est là dans le chat pour justement échanger là-dessus et essayer de se donner des clés les uns et les autres pour apprendre ensemble. Il y a même des fois où on part sur certains sujets et au final c'est moi aussi qui apprends, parce que ça c'est une autre des croyances populaires, mais vous n'avez pas des gens qui savent, point, et c'est tout. Ils savent et ils n'ont jamais rien à apprendre. Vous apprenez toujours toute votre vie et tout le temps, y compris sur vos domaines. Ça arrive en fait, c'est parce qu'il y a plein de points de vue différents qui peuvent justement s'entrechoquer et apporter plus de connaissances, qui peuvent apporter un point de vue et un éclairage extérieur. C'est pour ça que l'humanité est si intéressante, c'est parce que justement elle est plurielle, et que du fait qu'elle est plurielle, elle peut aborder énormément de points de vue différents sur un même objet social. Et ça c'est quand même plutôt pas mal. Donc on est vraiment sur des lives et sur des VOD derrière aussi, parce qu'il en va de même pour YouTube, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires YouTube à poser des questions, quoi, à partager des expériences ou quoi qui vous rappellent ce qu'on est en train de dire, parce que c'est le but justement, c'est le but d'échanger pour essayer de comprendre ensemble et de prendre vraiment en main tout simplement ces notions-là, parce que c'est important. À l'heure qu'il est, on a quand même une société qui est, on va dire, un petit peu oppressive, légèrement quoi, vraiment très très légèrement, et qui est quand même oppressive, surtout à l'avantage d'une toute petite classe de population ultra privilégiée, ultra riche et généralement blanche, et généralement homme. Donc ça serait pas si mal que ça si on arrive en termes de groupes sociaux à justement pouvoir prendre un petit peu connaissance de tous ces fonctionnements-là pour pouvoir notamment les déconstruire, hein. Ça peut être cool. Comment ça, les coiffeurs sont réduits sur le sachoir à cheveux? Hein? De quoi? Pourquoi pas? J'ai entendu un chat derrière moi. Oui, il y a monsieur chat qui est là. D'ailleurs, si vous voyez passer des chats dans la caméra, c'est normal, hein. Il y a 3 chats qui baladent dans l'appartement, faut pas vous inquiéter. Là, vous avez monsieur chat qui est en train de taper sa meilleure sieste, hein, tranquillement, voilà. Ah, je viens de le réveiller. Bah oui, bébé. Oh, il est bien, hein. Il a l'air d'être calé. Et sinon, il y a 2 autres chats qui baladent, parfois même devant moi, parce qu'ils passent sur le bureau, en n'en ayant rien à péter de passer sur le clavier. Ça aussi, on aime beaucoup. On aime beaucoup. Oui. Bref. Toujours est-il que je vais reprendre donc sur le livre. Donc on en est à... on constate que la société nous pousse à avoir des comportements nuls. Des comportements de droite, des comportements autoritaires, des comportements de domination sociale, de hiérarchisation sociale. Bref, tout un tas de comportements qui sont extrêmement toxiques et violents pour énormément de personnes. Même une grande majorité de personnes. On constate également que même les personnes qui sont visées par ces aspects négatifs sont eux-mêmes en fait reproducteurs de ces comportements.
parce que socialement, ce sont des valeurs qui sont mises en avant. Notamment tout ce qui va être la valeur travail, la valeur de gagner sa vie, la valeur du coup aussi de méritocratie, même si concrètement et factuellement la méritocratie n'existe pas et elle est complètement biaisée dans tous les sens dans nos sociétés, clairement, mais à 10 000%, ça ne change pas qu'il y a toujours cette croyance que finalement la méritocratie ça existe. Finalement, si tu veux, tu peux, et si tu as, c'est que tu mérites. Alors que fondamentalement, non, pas du tout, c'est de la merde, hein, c'est du flan. Et globalement, toutes les recherches sociales, en sciences sociales, montrent que non, ça ne marche pas. C'est une croyance qui est très jolie, mais ça reste une simple croyance qui n'a strictement rien de concret dans la vraie vie. Ça ne fonctionne pas. Toujours est-il que, avec toutes ces valeurs-là, même les personnes qui subissent des oppressions reproduisent eux-mêmes des oppressions sur autrui. Parce que la société est faite de cette manière-là. Et donc se pose la question de merde, qu'est-ce qu'on fait? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait si tout ce qu'on va vivre, tout ce qu'on va apprendre, tout ce à quoi on va être confronté tout au long de notre vie, de notre naissance à notre mort, nous pousse à avoir ces comportements-là? Qu'est-ce que concrètement on peut faire? Et justement, le début de réponse qu'on a, c'est déjà tout simplement de arrêter de penser en termes d'individu, arrêter de penser en termes de moi de mon côté tout seul, qu'est-ce que je fais? En fait, ça ne sert à rien. On n'y arrivera pas. C'est un problème qui est un problème de groupe. C'est un problème qui est un problème social. Vouloir y apporter une réponse individuelle ne peut pas marcher. Ça ne peut pas fonctionner. Donc de fait, à ce moment-là, il faut commencer à réfléchir en termes de groupe, en termes de société. Il faut commencer à essayer de construire des groupes et notamment à diffuser dans les groupes auxquels on appartient ces valeurs plus sociales. Justement un discours qui pousse vers des comportements justement non égoïstes, non racistes, non violents, et ainsi de suite. Ce n'est que en apportant justement une réponse de groupe, une réponse sociale, qu'on peut répondre à un problème de groupe, à un problème social. Un autre élément qui est mis en avant, mais qui est clairement présenté comme étant assez utopique, assez peu concrètement possible, ce serait que tout simplement les personnes qui sont en charge, les personnes qui sont au pouvoir, typiquement les présidents, au pif, les personnes qui sont vraiment, on va dire, la classe avantagée par ce système-là, en fait, d'eux-mêmes commencent à prôner des discours sociaux, des discours prosociaux, et commencent d'eux-mêmes à mettre en place des fonctionnements visant à répartir la prise de décision, visant à tout simplement redistribuer le pouvoir. Quelque chose qui arrive de temps en temps, mais assez rarement. On a vu notamment plus tôt dans le livre, alors plus tôt ça remonte à quelques VOD pour YouTube, et ça remonte à quelques mois, quelques putains de mois sur la chaîne, c'est le moment où on parlait notamment de l'entreprise. On parlait du monde de l'entreprise et de qu'est-ce qu'on peut faire dans le monde de l'entreprise pour justement mettre en avant ces comportements prosociaux. Et on avait l'exemple d'une entreprise où justement le patron, qui du coup avait un fonctionnement qui était très horizontal, hein, très vertical, pardon, qui du coup était la personne en charge de tout, toutes les prises de décision, qui avait tous les pouvoirs, avait justement ses valeurs prosociales et a commencé petit à petit à mettre au sein de l'entreprise tout un tas de mécanismes, de groupes de décision et ainsi de suite, pour justement peu à peu passer sur un modèle horizontal de prise de décision. Et qui fait qu'aujourd'hui, en fait, toutes les décisions qui sont prises en entreprise sont prises par l'ensemble des collaborateurs, et non pas juste par Jean Mich qui est tout en haut et qui gagne tout. Les salaires sont également harmonisés, et ainsi de suite. Et vous avez comme ça pas mal de mécanismes qui sont mis peu à peu en place, grâce au fait qu'en fait la personne qui était en charge, la personne qui avait le pouvoir, a mis en place en fait littéralement l'inverse de ce système-là. Ce qui a permis du coup tout simplement aux groupes sociaux de prendre la place qui était prise par un seul individu. Du coup, le développement personnel pourrait être un outil pour appuyer et accepter inconsciemment tout ce marketing social. Et c'est là où ça pose problème. Parce que le truc, justement, tu vas avoir avec le développement personnel un report sur l'individu. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Parce que justement, on a toutes les dérives qui vont venir très facilement avec le monde néolibéral capitaliste, de dévoyer en fait ces comportements-là, ces formations-là, pour reporter sur l'individu et remettre en avant des valeurs qui sont des valeurs capitalistes, néolibérales et globalement en général de droite, qui du coup ne fonctionnent pas très bien. On revient en fait ramener à chaque fois quasiment systématiquement avec le développement personnel sur l'individu. Et en même temps, c'est marqué dans le nom, développement personnel, hein, c'est quand même marqué dedans. Ça revient mettre et centrer sur l'individu, alors que c'est pas là où on va avoir vraiment un impact probant. On ne peut pas tout seul attaquer le dîner du siècle, et encore moins sans préparation. J'essaie de le faire comprendre à certains turbo-anards ultra va en révolte. Bah ouais.
Est-ce que tu en as déjà vu toi en application ce genre de choses? Alors très 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 rarement. Moi personnellement, je ne suis jamais allé dans une entreprise où il y avait ces fonctionnements-là, jamais. Parce qu'avant donc j'allais en entreprise, là ça fait 2 ans que je suis streamer à temps complet, 2 ans et 2 mois à peu près. Mais avant j'allais en entreprise, j'avais des missions en entreprise et justement j'ai complètement pété un câble en entreprise à cause de tout ce qui s'est passé et de à quel point c'était pas bon. Par contre, à contrario, je connais tout un tas de situations et d'entreprises où ça se met en place à différents niveaux. J'ai des collègues qui travaillent dans ce genre de boîte. J'ai des collègues dont la tâche est justement de venir mettre en place ce genre de fonctionnement au sein des entreprises. Donc il y en a, c'est juste qu'il y en a extrêmement peu, parce que ce n'est pas un discours majoritaire. Il faut bien vous rendre compte que sur le monde du travail, si on prend le cas de la France, vous allez avoir quelque chose comme peut-être 100 entreprises qui vont fonctionner classiquement, donc dans un modèle de travail oppressif, patriarcal en général. Assez régulièrement, vous allez avoir des fonctionnements dits familiaux qui sont pas bons pour plein de raisons, parce que du coup vous avez une mise en place de l'émotionnel, en fait du recours à l'émotionnel, notamment comme moyen de domination au sein du travail. Vous avez un mélange des sphères de vie qui est du coup inadapté et qui peut amener à beaucoup de situations très problématiques. Mais bon, bref, là c'est pas le sujet. Toujours est-il que sur à peu près 100 entreprises qui vont avoir ce fonctionnement là, vous allez en avoir peut-être une ou deux qui vont avoir des fonctionnements vraiment différents. Des fonctionnements où on va vraiment sur du coup du fonctionnement prosocial, tout simplement, sur du fonctionnement de prise de décision en commun. Mais c'est vraiment beaucoup plus rare. Généralement, vous allez trouver ça notamment dans des coopératives. C'est pas forcément parce que c'est une coopérative que vous aurez des comportements prosociaux, on soit d'accord. Mais en général, les sociétés qui essayent d'avoir des comportements plus prosociaux vont notamment généralement évoluer vers une forme plutôt de coopérative parce que ça permet justement de répartir plus facilement le pouvoir entre les différents membres de la coopérative. En même temps, à la base, le principe d'une coopérative, c'est marqué dans le nom, c'est de coopérer. C'est de justement ensemble pouvoir avancer sur un même but. Mais du coup, ça reste quand même quelque chose qui, encore une fois, aujourd'hui dans notre société qui est ultra individualiste et ultra poussée sur le capitalisme et le néolibéralisme, en fait va même dévoyer ça. Vous avez énormément de coopératives où au final vous avez des jeux de pouvoir qui se mettent en place et des personnes qui vont avoir des comportements extrêmement toxiques et violents, oppressifs envers les autres. Alors qu'ils sont dans des structures qui sont en soi des coopératives. Oui, il y a l'idée au cœur du néolibéralisme, l'hyper-individualisme. Bah oui, bah oui. Merci énormément pour les follow. Bienvenue à vous tous, vous êtes désormais des petites fougères qui s'agitent dans le vent. Et ça c'est beau, ça c'est beau. Parce que pareil, j'ai vu à des endroits où on essaye de faire passer le développement personnel pour de la prise de décision horizontale, genre empêcher aux salariés d'avoir une conscience de classe, et on se félicite d'être démocratique. Mais complètement, mais ça c'est normal. Vous allez avoir de manière quasi systématique, en fait, le monde néolibéral, le monde capitaliste qui va dévoyer les choses. Si vous remontez un peu aux origines du développement personnel, en fait, vous vous rendez compte qu'à la base, les premières théories qui ont permis de faire émerger le développement personnel étaient justement de mettre en place des choses démocratiques, étaient justement de mettre en place un peu plus de prosocial, de pousser les gens vers les autres. Sauf qu'en fait, forcément, le monde capitaliste va voir ça et va se dire « Merde, c'est une menace ». Non, parce que si les gens se rendent compte que, en fait, s'ils se mettent main dans la main à faire des trucs, c'est vachement plus efficace que s'ils restent chacun dans leur coin, il va falloir trouver un moyen de les défoncer. Bon, si tu vas en frontal, ça peut passer, le frontal. Le problème, c'est que tu vas pas forcément passer pour le gentil. Donc, généralement, ce que fait le monde capitaliste, qui est bien sûr, là, presque je personnifie le monde capitaliste, mais on est d'accord que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que c'est pas mal de mécanismes presque, on va dire, inconscients qui se mettent en place par les différents acteurs du monde capitaliste. Toujours est-il que, tout simplement, ce qui va se passer, c'est qu'on va dévoyer plutôt ça. On va peu à peu rajouter des choses dans ces fonctionnements qui, à la base, sont anticapitalistes pour peu à peu, finalement, lui dire « Tiens, tu vas valider mon modèle. Finalement, on n'est pas si différents. Finalement, tu vois que même j'apporte du bénéfice. Et franchement, c'est pas trop mal. Allez, vas-y, maintenant, on vient, on critique plus le capitalisme. » C'est un peu ce fonctionnement-là. Et ça arrive sur énormément de choses. Mais effectivement, le développement personnel, c'est exactement ce genre de choses. Au tout début de la mise en place, on va dire, des théories qui ont permis d'émerger un petit peu le développement personnel, vous aviez ces questions de passer sur du prosocial. Sauf que, peu à peu, et assez rapidement quand même, vous avez plutôt la remise sur le centrage de l'individu. Tu vas penser à te développer toi par rapport aux autres. Toi, tu vaux mieux. Toi, tu es plus important, et ainsi de suite. Et en fait, en recentrant sur l'individu, tu casses tous les comportements prosociaux parce que tu fais une différence d'importance entre toi et entre les autres. Tu viens du coup faire une différence qui fait que, de fait, tu ne vas pas autant t'occuper des autres et tu ne vas pas être poussé à t'occuper des autres. Et dans le monde libéral, ça se traduit notamment par le fait de dire, mais finalement, tu mérites, tu dois mériter plus, tu dois vouloir plus, et ainsi de suite. Et ça casse tout ça, malheureusement.
Je continue à rattraper. Il y a des zones à risque, c'est facile de mal faire et de virer dans une exploitation très néolibérale, surtout dans les secteurs compétitifs. Complètement, complètement. Il y a ça dans les formations qu'on a dans ma boîte. On a autant de cours pour remettre des nouvelles pratiques prosociales, mais des fois ça dérape sur des bails de développement personnel. Ça doit être un red flag selon moi. Quand on tombe sur l'individu dans un système social comme l'entreprise, ça doit alerter. Bah oui. Et est-ce que ça diminue la pression? Bah oui, voilà. Je pense que Céron a bien répondu. 3 burn-out. Je pense qu'il y a trop de facteurs sur un si gros chantier pour que je sois objectif pour répondre à ta question objectivement. Ouais, bah c'est sûr qu'il faut bien se rendre compte. On a fait, c'était quoi? C'était mardi. Mardi, on a fait donc Puzzle React, c'est-à-dire qu'on regarde des reportages sur certains sujets, généralement de politique ou de sciences sociales, et en même temps je fais un puzzle, ou plusieurs puzzles selon à quel point je vais vite. Et du coup, mardi, on a fait ça sur des reportages parlant du burn-out et de l'épuisement professionnel. Et justement, tu te rends compte que, en fait, même au-delà de la société, enfin de l'entreprise dans laquelle tu es, au-delà de l'entreprise qui peut avoir effectivement des comportements prosociaux, qui peut avoir des comportements et des mécanismes plutôt pas mal, en fait, ça n'enlève pas toute la pression que tu as par la société qui est la nôtre. La société occidentale te pousse à toujours vouloir plus, à devoir gagner ta vie, à devoir réussir ta vie. Et donc, du coup, à cause de ça, et ben en fait, tu vois que tu te fais bouffer quand même si tu es dans des conditions qui seraient pas forcément si horribles que ça. Même dans une entreprise qui peut être plutôt positive, bah en fait, tu as tout le contexte autour qui peut venir te pousser à avoir des pressions, même en dehors du monde du travail, et qui te va te pousser à avoir des pressions dans le monde du travail. Et c'est pour ça que ça peut poser aussi problème, c'est que c'est pas aussi simple de juste dire est-ce que l'entreprise fait l'effort ou pas de mettre un cadre plutôt propre ou pas. Ça ne peut pas être suffisant. Je continue à rattraper. Le burn-out vient du sport à la base pour les sportifs de haut niveau, effectivement. Le fait de se cramer vient de là, à la base. Je rattrape, je reprends un peu la lecture. Est-ce que cela va nous servir à étendre, à modérer, à critiquer l'autodétermination? La compassion fait partie des motivations de l'autodéterminé et de l'autodéterminateur. Parce que l'individu, mu par la compassion, reconnaît les souffrances et tente d'y remédier. Les recherches de la SDT montrent que celui qui a une orientation autonome, celle-ci ayant pu naître grâce à des besoins fondamentaux comblés à un moment, entretenus par des aspirations intrinsèques, et en mouvement avec les motivations intrinsèques ou intégrées, donc les motivations qui proviennent de l'extérieur mais que on a intégrées, qu'on a acceptées, qu'on a fait nôtre, va reconnaître les souffrances de l'autre et tenter d'y remédier, sans pourtant y intégrer des fins égoïstes, chercher à gagner quelque chose en retour, des fins de chantage ou autres. La compassion, c'est aussi nourrir l'autonomie de l'autre, c'est-à-dire que cela ne consiste pas à aider une personne pour qu'elle nous soit attachée, davantage en notre possession ou à notre merci, mais juste pour qu'elle ne souffre plus, qu'elle soit plus heureuse. L'autodéterminé est une personne qui cherche continuellement à se connecter pleinement au monde, que ce soit dans ses activités et ses relations. Ainsi, il ne nie pas l'existence de la souffrance, il se met à son écoute et il tente d'y remédier en voyant les possibilités qu'il reste dans la situation pour faire quelque chose. Et ça, c'est plutôt pas mal. Là, on est vraiment sur ici la mise en pratique qui vous montre qu'en fait, en termes de personnes qui va s'autodéterminer, ce qui est un peu le but du livre, justement, qui est un peu quand même le but de En toute puissance, donc de vous permettre à vous, finalement, de connaître vos déterminants, et puisque vous connaissez vos déterminants, pouvoir agir dessus. Et puisque vous agissez dessus, du coup, devenir autodéterminé. Et donc, de fait, c'est le fait qu'il faut bien prendre en compte qu'en tant que personne autodéterminée, il ne faut pas venir en fait mettre les personnes en face de nous, justement en situation finalement de possession. Il ne faut pas venir assujettir les autres à nous. Une personne autodéterminée va aider les autres personnes à être également autodéterminées. On va voir que la personne souffre, mais ça ne veut pas dire pour autant parce que la personne souffre qu'on doit venir nous lui apporter la réponse et lui dire juste c'est ça la réponse, remercie-moi, je suis incroyable. Non. Vous êtes là pour dire à la personne, je vois que tu souffres. Est-ce que je peux t'aider? Si oui, comment est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce qui te convient? Et laisser la personne en face pouvoir, elle, faire preuve également d'autodétermination. Pouvoir aider en fait les gens en face de nous à être aussi autodéterminés que nous. Et ça, c'est quand même un point qui est très très intéressant et qui est très important. C'est vraiment que quand vous êtes autodéterminé, il ne faut pas avoir une position où on va être le leader en fait. On n'est pas là pour amener les autres à nous suivre. En tant que personne autodéterminée, on est là pour avancer ensemble, tous les uns et les autres. Et du coup, l'idée est vraiment de pouvoir permettre aux autres,
en fait d'être leur propre leader. Il faut que tu sois la personne qui va tout simplement choisir ce que tu fais, ce vers quoi tu vas, mais ça veut dire également permettre à la personne en face de lui permettre à elle d'aller dans la direction que elle veut et qui lui est nécessaire éventuellement. La réponse c'est 42, mais ça suffit pas de le savoir. Oui. C'est une bonne référence, c'est une bonne, très très bonne référence. Ça fait écho à mes lectures sur la technocratie, dans laquelle on accorde du pouvoir aux sachants et aux experts. Exactement. Et c'est pour ça que justement la technocratie est une fausse bonne solution. La technocratie consiste à dire, regardez rationnellement, notre technologie, nos connaissances scientifiques nous permettent de dire qu'il faut aller dans cette direction. Bah, c'est beau, c'est pratique, mais en fait non. Pourquoi? Parce que ça donne un rôle de leader à la personne qui va avoir cette position de sachant, cette position d'expert. Or, bah, du coup, ça ne permet pas aux autres de faire preuve de décision. Ils vont juste suivre cette personne presque aveuglément. Et c'est un problème, parce que cette personne, peut-être que là, elle a raison. Ok. Sauf que derrière, peut-être qu'elle a tort. Peut-être qu'elle a raison pour certaines personnes, mais peut-être qu'elle a tort pour d'autres personnes. Et en fait, ça vient aussi placer des éléments qui peuvent être très discutables, notamment sur le point de vue de la morale et ainsi de suite, qui ne sont pas des éléments, on va dire, universels. Il n'y a pas une morale universelle qui transcende les espèces et ainsi de suite. Non, ça n'existe pas. Le sens du bien, le sens du mal, le sens de la morale est une construction sociale. Une construction sociale qui va dépendre de certains groupes sociaux spécifiques. Ce qui va être moral pour un groupe social ne va pas être moral pour un autre groupe social, voire va être amoral pour un autre encore groupe social. Donc c'est là où vraiment cette position de technocrate, cette position du je suis l'expert et je sais, regarde, je t'amène à la vérité, est une fausse solution, est une fausse bonne solution, c'est même une très mauvaise solution en fait qui se déguise justement comme étant une bonne solution. Parce qu'elle ne peut pas fonctionner sur le long terme et même sur le moyen terme en général, elle ne peut pas fonctionner et dans énormément de situations, elle n'apportera finalement que plus de dégâts et plus de mal. On légitime les experts pour faire le bien de la société malgré elle. Oui, c'est ça. Ça aussi, c'est une position qui peut être extrêmement discutable, parce que là, je suis resté assez vague, mais si on prend par exemple une situation où on va avoir une prise de décision politique, on vous dit, regardez, pour le bien de la société, l'économie, c'est le plus important. Admettons. Donc du coup, on va décider que toutes les personnes qui sont invalides physiquement pour faire telle ou telle tâche, bah finalement, ils valent moins. Finalement, on les met de côté, pour le bien de la société. Bah du coup, qu'est-ce que ça construit? Qu'est-ce que ça fait? Bah ça fait une société, déjà on commence à hiérarchiser la population. On commence à faire des classes de population qui ont plus de valeur que d'autres en fonction de ce qu'elles rapportent à l'économie pour le bien commun. Et là, vous vous retrouvez en plus de ça, peut-être à commencer à avoir des lois qui vont être de plus en plus oppressives. Parce que du coup, ces classes de population qui sont estimées comme étant finalement pas si utiles, bah elles peuvent même être vues comme finalement inutiles, voire même comme étant finalement dangereuses pour le bien commun. Et vous voyez que très facilement, on peut en fait arriver sur une prise de position qui est extrêmement violente. Parce que, au pire, qu'est-ce qui pourrait se passer s'il y avait un pays qui décidait qu'il y avait un type de population qui était à éliminer? Je sais pas, hein, mais je me dis que ça pourrait être assez mauvais. Je sais pas pourquoi, je pense à un pays en particulier et je pense à une guerre mondiale. Vraiment là, comme ça, mais c'est au pif. Hein. Ils ne font pas d'efforts aussi, ouais, c'est un peu ça. Et c'est ça le pire, c'est que vous allez avoir en plus une construction donc oppressive qui peut prendre plein d'étiquettes différentes, hein, allant du simple ils ne font pas d'efforts, et encore déjà ça c'est d'une extrême violence, à il faut les éliminer. Ce qui est encore un autre délire. Bref, je reprends. Autrement dit, le champ de la compassion précise concrètement que faire pour la susciter. Les méditations, les programmes, les modes organisationnels de la compassion, l'autocompassion, et ce qui ici oppose les bloqueurs de la compassion, tels que le RWA, le SDO, qui sont aussi des bloqueurs d'autotermination à bien des titres. On y reviendra en chapitre O. Bien que dans ces outils, il y ait des exercices de méditation, comme en pleine conscience, que parfois le terme est néolibéralisé, par exemple dans les programmes de Google, celle-ci est difficilement falsifiable, car la compassion s'inscrit dans l'action concrète, dans les faits. Même les méditations s'accrochent à des éléments concrets, à des faits réels, ou potentiellement vivables, parfois très durs. Elles ressemblent plus à des méthodes de visualisation, d'entraînement, et parfois sont même des réflexions poussées. Cet ancrage dans le concret, le face-à-face avec la souffrance, la rend très peu séduisante pour le néolibéralisme, ou des manigances pseudo-libres, avisées de profit, qui préfèrent généralement une abstraction peu impactante, déconnectée des thématiques systémiques. En cela, bien que les programmes soient encore peu développés, il y a néanmoins plus de chances
il me semble, d'avoir un effet émancipateur chez les personnes, les outiller efficacement pour nourrir un courage altruiste. Est-ce que cela va nous servir à surmonter les obstacles ? On pourrait par exemple imaginer un apprentissage de la compassion dès le jeune âge, intégré aux apprentissages scolaires. C'est ce que fait d'ailleurs Quest for Learn, par exemple avec son niveau de boss, où il s'agit de prévenir et de résoudre le harcèlement scolaire. C'est une démarche concrète d'apprentissage de la compassion, ici organisationnelle, car elle se fait en collectif, chacun apportant du grain à moudre dans l'analyse du problème, de la souffrance, et dans les idées pour le prévenir. Innerver la compassion ainsi dans les projets, les actions, me semble encore plus pertinent que les programmes visant à la développer. Parce que c'est ainsi qu'est la compassion, se manifestant dans un élan concret d'action, à travers des activités ou de l'environnement quotidien. Alors là, pour vous faire un peu plus comprendre de quoi on parle, parce qu'il y a peut-être plein de termes que les gens qui sont arrivés avec Lex ne doivent pas forcément connaître, parce que ça refait référence en fait au chapitre qu'on a déjà lu. Tout ce qui est RWA, tout ce qui est SDO, en fait, ce sont les échelles de mesure qui vont permettre notamment de montrer en fait la dominance sociale, qui vont mettre en avant l'autoritarisme de droite. Autrement dit, tout un tas de mécaniques qui sont nulles. Voilà, qui sont nuls. C'est pas bien. Dans les bullshit jobs, pas mal de ces problèmes sont évoqués. Ouais, clairement. Là, plus particulièrement, on parle notamment d'un exemple concret où justement la compassion est mise en avant et qu'elle peut être difficilement, falsifiée. C'est dans Quest to Learn. Quest to Learn, c'est une école américaine qui est une école publique américaine où il y a énormément de fonctionnements qui sont des fonctionnements justement sur le fait de faire en commun. Notamment, vous avez le système de notation qui est complètement évacué. Vous n'avez plus de notes. Vous n'avez pas un examen sur table ou oral à faire et qui va être déterminé par un enseignant ou une enseignante comme ayant mérité un 12 sur 20, un 13 sur 20 ou je ne sais quoi. Non, ça c'est évacué. Vous n'avez plus ça. Vous avez en fait tout simplement un aspect ludique qui est mis en place. On vous donne un objectif, par exemple, ça va être il y a tant de quêtes, parce qu'ils appellent ça des quêtes littéralement. Vous avez tant de quêtes. Une quête, ça va être par exemple de comprendre pourquoi est-ce qu'on est arrivé sur l'embargo commercial de Cuba. Voilà. Une autre quête, ça va être comment empêcher le harcèlement moral en cours, admettons. Une autre quête, ça va être expliquer la fondation des États-Unis. Et ainsi de suite. Et en fait, c'est juste ça la quête. C'est juste ça comme intitulé. Et les personnes qui vont rejoindre la quête, les enfants, parce que ce sont des enfants, hein, on parle d'une école publique, une école scolaire quoi, donc c'est des enfants entre 10 et 16 ans, un truc comme ça je crois, dans ces eaux-là, vont être amenés à choisir une quête, et puisqu'ils ont choisi une quête, tout simplement devoir la réaliser ensemble. Et ils ont carte blanche pour le faire, c'est-à-dire qu'ils peuvent tout à fait, et ils sont poussés à aller voir, par exemple des élèves plus âgés, qui ont déjà fait éventuellement ces quêtes-là, pour avoir des infos en plus. Ils sont poussés à aller voir en bibliothèque, à aller voir sur ordinateur. Ils sont poussés en fait à aller se confronter pour aller chercher ces informations et travailler le dossier. Ensuite, une fois que ce dossier, ce travail collaboratif est fait, déjà en groupe, et ils s'organisent en groupe, on essaye toujours systématiquement de leur dire c'est bien. D'un point de vue systémique, comment est-ce que ça s'inscrit ? Par exemple, la fondation des États-Unis. Vous avez expliqué comment historiquement ça s'est mis en place. D'accord. D'un point de vue systémique, qu'est-ce que ça signifie ? Quel impact il y a eu sur le reste du monde ? Quel impact il y a eu sur les populations et les différentes couches de population ? Et ainsi de suite. On les pousse en fait à voir que tout fonctionne dans un système. Et là-dessus, en fait, peu à peu, vous voyez que justement le monde néolibéral peut difficilement le dévoyer, puisqu'en fait, on pousse les élèves à non seulement chercher par eux-mêmes, à critiquer par eux-mêmes, mais surtout on les pousse à voir en termes de social, de groupe, en fait, à voir en termes justement de pas juste des individus séparés les uns des autres, mais à voir que chacun des éléments va réagir et va répondre les uns aux autres et permettre une interaction différente. Et du coup, c'est pour ça que là, on est sur des apprentissages qui sont extrêmement intéressants. Parce qu'en plus, comme vous êtes sur des enfants, vous êtes au moment où justement vous commencez à former un certain nombre de connaissances et notamment de convictions, on va dire notamment éthiques. Si vous mettez en place ces valeurs, en fait, qui sont complètement à contre-courant des valeurs classiques dans le monde capitaliste, néolibéral, patriarcal dans lequel nous vivons, bah forcément, vous allez empêcher à ces valeurs-là de si facilement s'inscrire. Quand vous êtes dans un système
classique d'éducation, comme on a nous en France et dans la plupart des écoles, où vous avez un système de notation, on vous apprend la compétition, on vous apprend à être plus fort que l'autre, on vous apprend que vous devez être plus fort que l'autre, on vous apprend à devoir vous dépasser vous-même, on vous apprend le respect aussi, on vous apprend le respect des hiérarchies, on vous apprend qu'il y a une personne au-dessus et qu'elle a tout pouvoir sur vous. Elle peut vous faire repiquer votre année, et ainsi de suite. Vous voyez qu'on vous pousse en fait à tout un tas de fonctionnements, rien que par comment fonctionne l'éducation nationale en France, on vous apprend et on vous fait inculquer ces valeurs-là. Si vous venez sur des modèles comme Quest to Learn, on vous apprend totalement autre chose. Parce que déjà, on vous apprend pas qu'il y a une haute autorité qui sait mieux que vous. Au contraire, les enseignants qui sont là vont vous dire, mais tu es sûr de ce que tu as appris ? Tu penses que c'est vraiment ça ? Ok. Comment est-ce que tu as fait ? Et ainsi de suite. Et on va voir plutôt la méthode. L'enseignant n'est pas là pour dire, attends, la grande réponse ultime, c'est ça, point. Non. L'adulte va être là pour dire à l'enfant, et du coup aux enfants, puisqu'ils font ça en groupe, vous avez travaillé sur telle méthodologie, vous avez fait ça de telle manière. Est-ce que vous pensez que vraiment c'est valide ? Par exemple, si vous avez fait ça de telle manière, est-ce que vous pensez pas que tel élément, par exemple, ça peut aller à contre-courant ? Est-ce que vous pensez pas que ça peut peut-être biaiser votre vision des choses ? Est-ce que vous voulez retravailler le dossier ou pas ? Et ainsi de suite. Et on les pousse en fait à être autonomes. Chose étonnante, n'est-ce pas ? On les pousse du coup à travailler en groupe. On les pousse non pas à être en compétition les uns avec les autres, mais à être dans la coopération. Et ça, tout de suite, c'est plus intéressant. Parce que du coup, comme c'est au moment où vous allez inscrire, où vous allez vraiment, on va dire, cristalliser vos valeurs, l'enfance et l'apprentissage à l'école, là, vous apprenez quand même sur des comportements qui sont plutôt prosociaux. C'est plutôt pas mal, quand même, en soi. Et comme notamment, ils font travailler en plus de ça, encore une fois, sur des valeurs comme, par exemple, le harcèlement scolaire ou ce genre de choses, ils vous poussent d'autant plus sur des comportements prosociaux. Parce qu'ils vous font travailler la violence symbolique, la violence physique. Ils vous font travailler ça et ils vous font essayer de trouver les solutions. Ils vous font ici également travailler sur le fait que potentiellement la personne qui fait souffrir quelqu'un d'autre ne s'en rend pas forcément compte, voire est elle-même victime d'une autre oppression ailleurs. Et que du coup, de fait, apporter une solution, c'est pas juste venir mettre un coup de boule. En fait, ça ne marche pas. Ça ne servira à rien. Et du coup, ça pousse les enfants aussi à remonter non seulement la piste du problème, mais à prendre en compte les différents engrenages qu'il peut y avoir à différents niveaux pour essayer de vraiment trouver, en fait, au final, l'ennemi, le véritable ennemi. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Ils forment les enfants à une vision holistique du monde. Oui, complètement. Mais complètement. C'est ça qui est super intéressant. Bref, je continue. Comment gérer le risque du raisonnement et il n'y a pas de vérité objective qui peut mener à des comportements antisociaux ? Le truc, c'est que déjà, ça va être fait par une vision de groupe, puisque du coup, tu as plein d'enfants qui vont interagir ensemble, qui vont travailler ensemble sur les dossiers. Donc même si tu en as un ou deux ou trois qui peuvent avoir ce genre de retour, en soi, tu as plein de comportements qui vont être relevés, qui vont être remis en avant par différents autres groupes au cours des différentes années. Donc déjà, puisqu'on pousse les enfants à aller voir autrui, à aller voir notamment les élèves plus âgés qui ont déjà fait ces dossiers-là, qui ont déjà travaillé sur ces questions-là, tu vas te confronter à des points de vue et à des recherches qui ont déjà été faites, qui ont déjà été poussées, qui peuvent aussi un petit peu casser les comportements antisociaux. Je reformule. Ah, j'ai peut-être mal compris. J'ai peut-être mal compris la question. Je vais en profiter pour boire un coup du coup. Pensez à boire d'ailleurs, chers amis, hein, on est en pleine canicule. Boire, c'est important. Boire est très très important. Donc n'hésitez pas, pensez-y. Boire c'est bien. Alors si vous buvez de l'alcool, c'est moins bien par contre, parce que ça, vous allez continuer à vous déshydrater. Pensez plutôt à boire de l'eau, c'est mieux. C'est mieux. Et vous savez ce qui va se passer. Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau. Parce qu'il y a de la mise en pratique. Comment tu fais pour que la connaissance à accumuler ne soit pas que théorique ? Parce que justement il y a de la mise en pratique. Tout le principe en fait est justement d'aller confronter les choses. Dans le cas du harcèlement moral par exemple, parce qu'il nous avait notamment, Vicis avait mis en avant cet exemple là, le dossier du harcèlement moral, en fait les élèves vont travailler la question, vont travailler la notion de harcèlement moral, les tenants, les aboutissants, mais ensuite ils sont en fait amenés à venir dans les écoles ailleurs dans la ville, notamment les écoles maternelles, pour venir en fait faire littéralement une présentation et pousser, essayer de former les élèves plus jeunes du coup, qui sont en maternelle, ce genre de choses, à ne pas produire ces comportements violents, ces comportements de harcèlement et ainsi de suite. C'est pour ça que du coup on les pousse vraiment à mettre en pratique. C'est pas juste on va apprendre d'un point de vue rhétorique, d'un point de vue purement connaissance cognitive et sans mise en pratique, on les pousse vraiment à le mettre en pratique, on les pousse vraiment à se confronter
en fait au réel et à se confronter aux autres. Il n'y a pas de vérité objective téléchargée, tu dois t'en créer une qui te convient selon ton contexte. Et si le contexte est socialisant, pas de risque. Il y a un peu de ça effectivement. Coucou Mosquitux, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, que tu te portes bien. C'est ça aussi en fait. Effectivement, on pousse les gens, en fait, on pousse ses élèves à avoir déjà un cadre dans lequel ils vont devoir critiquer et remettre en question leur propre modèle de fonctionnement. Et de dossier en dossier, ils peuvent être remis en contexte sur leur précédent cheminement de pensée. Et du coup se dire, ah bah finalement à cette époque-là, dans le contexte qui était celui-là, j'ai eu tel fonctionnement, j'ai eu tel comportement. Là aujourd'hui finalement dans un autre contexte, avec d'autres connaissances qui sont accumulées, bah je me rends compte que c'est pas forcément pertinent, que c'était pas forcément le bon comportement. Et ça c'est plutôt pas mal, sachant qu'en plus de ça effectivement le contexte est extrêmement socialisant. On pousse à vraiment faire de l'interaction, à être vraiment dans une vision holistique, hein, comme a dit Méditation tout à l'heure. On pousse vraiment les enfants à avoir conscience qu'ils ne sont pas tout seuls, ce n'est pas un ensemble d'individus côte à côte. On est sur un groupe social, qui a un fonctionnement de groupe social. Intéressant parce que je vois justement des personnes qui se saisissent de cette notion de vérité subjective pour adopter des comportements très antisociaux, voire nihilistes, mais pas du bon côté. Ouais, bah oui. J'avais un truc qui était en tête et j'ai oublié. J'avais un truc à vous dire et j'ai oublié. Merde, c'était quoi? J'avais un truc qui était en tête et je l'ai zappé. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a un truc qui m'a fait tilter et je me suis dit, ah, il faut que je vous parle de ça et je l'ai plus. Ah, je l'ai plus. Le temps de répondre, j'ai zappé. Ouais, ça devait pas être si intéressant que ça. Ça devait être une idée comme ça qui était raccord, mais qui en soi n'était pas forcément nécessaire. J'arrive pas à le retrouver. C'était quoi l'idée? Bon, tant pis, c'est pas grave. Ça arrive. Au pire des cas, ça me reviendra. En l'occurrence, il prend une science sociale prescriptive. Ah mon dieu, quel enfer. Non, ça c'est vraiment un truc qu'il faut pas faire. Déjà, n'importe quelle science n'est pas prescriptive. Voilà, ça c'est le premier point. La science n'a pas à être prescriptive. On va se mettre d'accord. C'est pas son but, c'est pas son objectif. La science, quelle qu'elle soit, est là pour être descriptive. Elle est là pour comprendre. Hein. Elle est là pour juste dire ça fonctionne comme ça. Là, à l'heure actuelle, ça fonctionne comme ça. Une bonne représentation du réel, en tout cas avec les outils qu'on a priori c'est ça. Mais c'est tout. Elle n'est pas là pour dire le réel doit être ça. Ça n'a rien à voir, hein. C'est pas de la science. Hein. Ça, c'est de l'idéologie, c'est de la politique. Ça n'a rien à voir là-dedans. Il faut vraiment séparer les choses. Dans l'école républicaine, il est fréquent d'entraîner une réactance en opposition binaire, pour peu qu'on soit un peu hors du moule. Ouais, bah ouais. Merci énormément pour les follow. Silaoza et Yoso Poney, merci énormément. Bienvenue à vous. Mettez-vous bien, calez-vous. Vous êtes sur la chaîne des Fougères et on est en plein lecture de sciences sociales. Je reprends. D'ailleurs, attendez, avant de reprendre, je suis à combien de temps pour la VOD? Parce que j'essaie de faire des VOD d'à peu près 1 heure. La coupure VOD était à 11 heures. Oui, on a encore un peu de marge. Parce que là, il est même pas encore tout à fait midi. Je peux continuer un petit peu. En tout cas, bienvenue à toi, Silaoza. Ainsi, ce n'est pas que je pense qu'il faudrait faire ces... attendez, j'étais où? Oui, si, j'étais là. Ainsi, ce n'est pas que je pense qu'il faudrait faire ces programmes, par exemple en terrain scolaire, même si, évidemment, ça ne pourrait être que bénéfique, mais de les vivre directement. L'exemple des professeurs qui réglaient les problèmes via des méthodes de compassion est là encore plus pertinent à mon sens, puisque les enfants internalisent ensuite ces modèles par l'expérience. Autrement dit, agir avec compassion me semble encore plus puissant pour la transmettre qu'apprendre la compassion. Si j'ai retrouvé ce que je voulais dire, c'est bon. C'était à Ponika. Ponika, éventuellement, je pense que tu aurais plus de réponses pour tes questions, pour ta question de tout à l'heure, si tu vas voir notamment les rediffs qu'il y a sur YouTube, où bah, on a notamment fait tout le passage sur Quest to Learn, parce qu'il y a vraiment tout un chapitre sur Quest to Learn en particulier. Donc là, peut-être que tu auras un peu plus les réponses que tu cherches, qui ça répondra peut-être un peu mieux. Et à côté de ça, non, il faut marquer YouTube en entier. Merci Céron. Et à côté de ça, sinon tout simplement en allant sur le site, sur Hacking Social, hop, je vais vous le remettre. Hacking Social.
en allant sur le site Hacking Social, tu peux tout simplement télécharger le livre et aller toi-même au chapitre qui concerne Quest to Learn pour directement pouvoir prendre le temps tranquillement de ton côté si tu en as besoin de bouquiner ça et de voir justement comment est-ce que ça s'agence et comment est-ce qu'on y répond. Et si en soi tu n'obtiens toujours pas la réponse que tu recherches, n'hésite pas à contacter V6. V6 est assez facilement accessible sur Twitter. Même assez régulièrement, elle passe dans le chat. Ça arrive assez régulièrement qu'elle passe pour faire un petit coucou dans le chat. Parce que bah, du coup, ça fait presque un an qu'on est en lecture de son livre parce qu'il est super long. Voilà, il est très très long. Il est très très bien, hein, mais il est très très long. Et du coup, ça arrive quand même assez régulièrement que le jeudi, quand on fait la lecture de sciences sociales, elle passe. Donc, faut pas hésiter à poser la question à V6 parce que pour le coup, ça sera peut-être encore la plus à même de te répondre parce qu'elle a vraiment travaillé ces thématiques-là pour écrire forcément le livre. Moi, c'est vrai que j'ai des connaissances en psychologie sociale puisque c'est mon travail à la base. J'ai quand même des connaissances académiques qui sont assez développées, on est d'accord. Mais pour autant, je n'ai absolument pas particulièrement travaillé le dossier de Quest to Learn. C'est quelque chose que je connais de loin, que j'ai vu passer, mais je me suis jamais spécialement resté concentré dessus. 800 pages, c'est long. Ah bah quand on fait des lives de lecture de sciences sociales, oui, parce que du coup je m'arrête toutes les 30 secondes pour papoter, déjà pour répondre au chat, puis on fait énormément de divagation, et puis sinon, seulement pour expliciter les termes qui sont utilisés, c'est vrai que du coup ça peut être très vite très 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 long. Je vais devoir vous laisser, bonne fin de live et bonne fin de journée à toi Donio, merci énormément d'être passé, passe une excellente journée. Je continue. J'en étais où Et enfin, j'ai voulu accoler cette extension aux relations sociales et aux obstacles qui montrent des profils totalement anti-compassion. Non pas parce qu'il faudrait leur apprendre la compassion, ce qui me semble un défi beaucoup trop important, peut-être faudrait-il revenir sur l'apprentissage des compétences socio-émotionnelles d'abord, mais parce qu'il est extrêmement difficile d'éprouver de la compassion pour eux. Non seulement n'importe qui est détesté par ce profil pour des raisons totalement arbitraires, ce qui nous fait vraiment éprouver un sentiment d'injustice. Mais en plus, il n'y a pas de facteur suffisamment important pour éveiller au moins notre pitié. Souvent, notre colère face aux comportements antisociaux s'apaise en découvrant des histoires horribles qui les ont conduits à devenir aussi antisociales. Par exemple, de nombreux tueurs ont eu une enfance épouvantable, faite de violences abjectes, si traumatisantes que leur développement en a été totalement corrompu, leur a fait adopter le même sadisme à l'égard des autres. On n'excuse pas leurs actes commis, mais au moins on comprend un peu comment on en arrive à ce point si extrême, ce qui permet de canaliser nos propres émotions à leurs égards, et donc de sortir de la colère ou de la haine. Or, dans la vie, un cas comme le l'incel Elliot Rogers, ces drames sont au pire un léger harcèlement scolaire, être poussé, son sac a été tapé, constitué majoritairement, selon lui, d'injustice, qu'être incité à bord de la soupe, ne pas avoir ce qu'il veut comme objet instantanément, ne pas avoir la part de gâteau qu'il aurait préféré avoir en premier, ne pas avoir gagné à la loterie, voir un couple au cinéma. La personne MGTOW a eu pour point de départ dans son entrée dans l'idéologie le fait qu'il ait possiblement harcelé, violé une personne. Autrement dit, ils sont un défi à notre propre compassion. Ça, c'est assez intéressant, effectivement. Il est épais comment le livre sur les vergues. Qu'est-ce que les livres sur les vergues? Qu'est-ce que le livre sur les vergues? Là, comme ça m'évoque rien. Du coup, je trouve ça assez intéressant comme passage parce que justement, on revient un peu sur ce que je vous ai dit tout à l'heure quand je vous ai parlé de Quest to Learn, sur le fait qu'on essaye d'apprendre aux enfants, notamment. MGTOW, c'est vrai que j'ai pas forcément redit l'acronyme, mais du coup c'est Men Going Their Own Way. En gros, tout simplement, ce sont les incels, ce genre de comportements qui sont extrêmement toxiques et violents. C'est vrai qu'il y a eu aussi incel que j'ai pas expliqué. Incel, c'est involuntary celibatary, un truc comme ça. En gros, c'est les hommes qui estiment qu'ils sont des célibataires involontaires. Voilà, on leur refuse d'être en couple, et pourtant être en couple est censé être le but ultime de la vie. Donc du coup ils en éprouvent une grande violence et ils sont extrêmement horribles avec les gens autour d'eux, généralement avec un espèce de discours très souvent patriarcal, raciste, qui vient se coller à ça. Enfin voilà, on est vraiment dans du bassin idéologique d'extrême droite dégueulasse, hein. C'est pas ouf, c'est clairement pas ouf. Donc là justement, pour reprendre sur ça, dans Quest to Learn, je vous ai dit que notamment dans le cas du harcèlement, dans le cadre de l'apprentissage sur le harcèlement, on
fait travailler aux enfants le fait que les personnes qui harcèlent, donc les autres enfants qui harcèlent, peuvent eux-mêmes être victimes. On essaye justement de faire un petit peu ce que là Vicis essaye de faire avec ce passage-là, c'est nous faire prendre conscience que justement, finalement, on ne peut pas, enfin, c'est pas qu'on ne peut pas, mais on peut difficilement éprouver de la compassion pour des gens qui, en fait, vont avoir des comportements aussi asocial, aussi violent. C'est difficile du coup d'avoir envie de faire ne serait-ce que de trouver une excuse, on va dire, à quelqu'un qui est en train de te mettre des coups de pelle dans la gueule. Vous voyez, c'est compliqué quand même. tu vas te dire que ouais, enfin, tu prends des coups de pelle dans la gueule, t'as quand même surtout envie de lui en mettre aussi. T'as pas trop envie de lui dire c'est pas grave, je t'excuse. C'est compliqué. Quand on a une raison, on va dire, qui peut expliquer un petit peu le comportement de cette personne. Quand on se rend compte que par exemple cette personne qui met des coups de pelle dans la gueule, en fait elle a pris des coups de pelle dans la gueule pendant des années par plein de gens gratuitement. Là on peut se dire bon, effectivement on commence à comprendre un petit peu. On commence à se dire qu'effectivement on va pas excuser ses actes, clairement pas, mais on va se dire c'est compréhensible. Elle n'a connu que la violence, donc finalement elle ne peut faire que de la violence. Dans le cas de personnes comme les incels ou du coup les MGTOW, donc les men going their own way, on est sur des gens qui en fait vont avoir des raisons d'avoir ces comportements asociaux, ces comportements violents, qui sont assez futiles. Oui, j'ai vu un couple dans le cinéma alors que moi j'en ai pas, donc j'ai décidé que j'allais les buter. Ah, là c'est compliqué de comprendre en fait. Là tu vas dire, non, non. Et pourtant, il faut bien comprendre qu'il y a une construction sociale qui s'est faite, ne serait-ce que par la société, ne serait-ce que par les groupes dans lesquels ils sont, qui a permis de, comment dire, pas de formuler, mais de former cette vision du monde. On se rend compte que, par exemple, tout simplement, dans le cas de comportements d'extrême droite, en général, ce sont des bassins idéologiques qui sont fortement représentatifs des autres personnes autour d'eux. C'est-à-dire qu'une personne d'extrême droite, en général, évolue dans une famille qui a elle-même des visions d'extrême droite, qui a un groupe d'amis qui est elle-même avec des visions d'extrême droite. Et du coup, on se rend compte que, en fait, c'est un apprentissage social qui pousse vers ces comportements asociaux. Et donc, du fait de ça, on se rend compte que finalement, les personnes ne sont pas forcément si coupables, dans le sens, encore une fois, où on se rend compte que c'est le contexte, notamment d'évolution pendant 10, 20, 30 ans, qui les a poussés à avoir ces comportements-là. Alors ça ne veut pas dire que ça excuse leur comportement, encore une fois, c'est pas du tout le propos. Si vous faites des trucs horribles, vous avez fait des trucs horribles, point. On va pas vous dire, ah oui, non mais je comprends, finalement, c'est pas grave. Écoute, t'as tué des gens parce que t'es raciste, mais c'est parce que ton père ne t'a appris que ça pendant 30 ans, donc c'est bon, on passe l'éponge. Non, t'as tué des gens. Non, clairement pas. Ça va pas passer. Tu es responsable de tes actions. Pour autant, ça permet quand même de comprendre que ce sont des problèmes qui ne sont pas des problèmes individuels. Ça permet encore une fois de mettre en lumière le fait que ce sont des problèmes qui sont des problèmes sociaux, des problèmes qui sont venus de construction sociale, de société, et donc qu'on peut agir dessus, mais seulement si on agit sur la société en fait. Il faut changer les codes sociaux. Si on ne le fait pas, malheureusement, on peut venir blâmer les personnes, ça ne changera rien, ça ne servira à rien, Du coup, désolé Ultra Cute, effectivement, je préfère prévenir pour toutes les personnes qui sont sur le chat, vous ne pouvez pas poster de lien parce que j'ai eu beaucoup de cas de gens qui m'ont harcelé. Voilà, je suis une chaîne de gauche, plutôt de très gauche, et notamment je suis ouvertement non-binaire, ce qui fait que j'ai eu des gens très pas polis pendant très longtemps. Là d'ailleurs ça fait quelques jours, c'est-à-dire depuis mardi je crois, que j'ai enlevé le follow only dans le chat, ce qui fait que n'importe qui peut parler dans le chat, parce que pendant très longtemps j'ai eu des gens vraiment plus que discutables qui venaient tenir des propos plus que discutables aussi, donc du coup j'avais vraiment réduit drastiquement les possibilités, et notamment venant de ce passif là, j'ai bloqué les liens. Les gens ne peuvent pas poser de liens sauf s'ils sont VIP ou sub ou modérateur, parce que ça me permet d'éviter d'avoir des liens aussi hautement discutables dans le chat. Voilà. Donc désolé si effectivement tu as voulu poster un lien et que tu t'es fait kick quelques secondes, désolé. C'est un livre qu'on lit sur ma chaîne sur la famille Vergès, une famille politique réunionnais, fondateur du PC réunionnais et très présent dans l'histoire de la gauche à la Réunion. D'accord, ok. Ah mais c'est pour ça que Silaosa ça me parle comme pseudo. C'est parce que je crois que j'ai mis un follow il y a pas longtemps. Je crois que j'ai mis un follow il y a pas si longtemps que ça.
Ah non, pas encore. Hop là. Pas encore, mais on m'en a parlé. C'est ça, on m'en a parlé il y a pas longtemps et je me suis dit, bah oui. J'ai mis effectivement un follow et j'avais pas encore eu l'occasion de regarder. Je comprends mieux. Parce que je me disais, ça me parle, mais je sais pas d'où. C'était toi, d'accord, c'était Ultra Truth. Ok, merci. Faut que je passe un moment où j'ai du temps libre. Et au moment où tu live aussi. Mais j'ai du follow, genre ouais, mardi, un truc comme ça. Mais du coup, faudrait que j'aille voir ça. Parce que ça va être super intéressant. Hollywood bosse beaucoup à poser des stéréotypes à la con. Moi, je me dis que c'est un peu comme des coups de pelle dans la tête. Ah bah oui, Mosquitux, complètement. Mais c'est justement, c'est là-dessus où on en parlait tout à l'heure. C'est que on disait justement que bah malheureusement, les gens se retrouvent avec un bagage social qui ne dépend pas juste de l'école, qui ne dépend pas juste de leur famille, qui dépend en fait de tous les éléments qu'il y a autour. Tout au long de votre vie, vous allez être présenté à tout un tas de choses. Et le truc, c'est que c'est un cercle vicieux. Parce que du coup, vous ne vous rendez pas forcément compte du biais idéologique qu'il y a avec. Donc, vous commencez à reproduire les mêmes éléments de langage, visuel et ainsi de suite. Mais si en plus vous êtes des gens créatifs, comme par exemple les gens qui font des films, bah vous vous mettez à reproduire exactement la même chose. Et donc à diffuser largement ces codes, qui du coup vont s'inscrire comme étant finalement normal, et qui du coup vont être reproduits encore et encore. La reproduction sociale, ça marche comme ça. Malheureusement. Enfin, malheureusement et heureusement, parce que du coup, ça veut dire aussi qu'on peut essayer de pousser vers du bien, hein. Heureusement. Bref, je reprends. Comment compatir à des cas de la sorte? Sans nul doute, ils aspirent au bonheur. Mais le problème, c'est qu'ils souhaitent un bonheur de dominateur, qui écrase l'autre, qui l'exploite, le possède comme une chose. Sans nul doute, ils souffraient. Mais les causes de la souffrance ne nous aident pas à nous rapprocher d'eux, car elles sont banales. Être célibataire durant l'adolescence est très commun, voire parfaitement normal, par exemple. Comment éprouver de la compassion à leur égard? Rogers était finalement à la merci des croyances auxquelles il voulait obéir, dans laquelle il voulait performer au mieux. Et c'est peut-être ce point d'accroche qui va nous permettre de compatir à son cas. Parfois, quand certains profils rencontrent des éléments culturels mortifères, cela crée une aliénation si massive que cette culture en vient à faire des soldats qui surobéissent à ces éléments malsains à un point complètement destructif. Notre compassion naît ici. Ces profils anti-compassion, pour lesquels on peut avoir tant de mal à compatir, tant en eux-mêmes, n'éprouvent aucune compassion à l'égard d'autrui. Sont en fait totalement aliénés, privés d'autonomie, à la merci d'éléments culturels malsains, déterminés à y obéir, à y surobéir, et parfois sont récompensés extrinsèquement de cette surobéissance, de cette abnégation, de ce sacrifice de leur autonomie. Il ne s'agit pas tant de comprendre comment ils souffrent, littéralement. Certains n'en souffrent pas tellement. Ni comprendre leur quête du bonheur, parce qu'elle est malheureusement agrippée à une anticompassion renouvelée, ce qui peut être extrêmement énervante. Mais comprendre comment cette attitude de sacrifice, au fond de leur liberté, leur possibilité, leur existence sur l'autel du marché. Ils sont totalement prédictibles. Leur vie suit un pattern attendu. Leur existence semble déjà toute tracée. L'ennui et l'absence de liberté dominent et innervent leur comportement, tout en sapant les autres au passage. L'empathie cognitive à leur égard peut naître ici, dans la tristesse qu'évoque ce manque d'autonomie de ces modes de vie. Ne sommes-nous pas tous sous cette emprise, à divers degrés, parfois l'endossant, parfois la subissant? La motivation altruiste à leur égard prend alors un sens. Ces modes de vie anticompassionnels ne peuvent continuer à être vantés ni en nous, ni à l'extérieur, ni être vus comme de la réussite. Ces modes sont aliénés à une certaine culture extrinsèque, anti-liberté, malgré le fait qu'ils désignent liberté, le fait d'être déconnecté, d'être contre les autres. Alors là, ça c'est super intéressant. Alors pareil, pour ceux qui sont arrivés assez récemment sur la chaîne et qui n'ont pas vu les premiers lives il y a de ça une dizaine de mois, le tout début du livre, en fait, on est sur qu'est-ce que la motivation? Comment fonctionne la motivation? Parce que en fait, le présupposé de base, le fait de base, ce que montrent les sciences sociales, c'est que le comportement humain se fait parce qu'il y a des motivations. Si vous faites telle ou telle action, c'est parce que vous avez été motivé à faire telle ou telle action. Que vous en ayez conscience ou pas, hein, que ce soit une conscience, que ce soit conscient ou inconscient, vous avez une motivation qui est présente. Le truc, c'est que la motivation, c'est pas juste un bloc uni et puis basta. Non, en fait, il y a plein de types de motivations différentes qui peuvent en plus être assez opposées. Notamment, vous avez ce qu'on appelle les motivations extrinsèques. Autrement dit, les motivations qui viennent de l'extérieur. C'est quelque chose auquel on vous pousse à avoir ce comportement, justement
parce que c'est par exemple une valeur sociale largement répandue, et que du coup vous allez en fait tout simplement subir, voire intégrer. Intégrer, c'est à partir du moment où cette motivation extérieure, vous allez en faire en fait finalement la vôtre. Elle vient de l'extérieur, mais vous allez accepter. Vous la voyez telle qu'elle est et vous dites oui, je la prends, je l'intègre, maintenant, de moi-même, je veux faire ça. Ça ne change pas qu'à la base, elle venait de l'extérieur et que de vous-même, vous n'auriez pas forcément développé cette motivation. Après, vous avez aussi la motivation qui est tout simplement donc extrinsèque et que vous allez juste subir. C'est une motivation parce que tout le monde vous dit qu'il faut faire ça, donc bah, vous le faites, bon gré mal gré, même si ça vous plaît pas, même si vous n'êtes pas vraiment d'accord, vous allez faire d'accord, allez, je fais ça. Parce que sinon, vous subissez une pression sociale et que même en le faisant, vous subissez une pression sociale. Là, le fait est que justement, ce que ça montre, c'est que ces incels, ces personnes qui ont des visions du monde extrêmement violentes pour autrui, justement, ce sont des personnes qui ont ces motivations extrinsèques particulièrement fortes, qui vont accepter ces motivations extrinsèques et qui en fait vont en faire les leurs. Et que comme ça n'apporte pas, malheureusement, beaucoup de bien, y compris à eux-mêmes, et ben ils sont jamais satisfaits. Et comme ils sont jamais satisfaits, ils sont poussés à d'autant plus essayer de la réaliser, cette motivation. Mais plus ils essayent de la réaliser, cette motivation, donc en faisant du mal à autrui, et ainsi de suite, plus ils sont malheureux. Parce que, encore une fois, c'est une motivation qui ne les satisfait pas. Et qui ne peut pas les satisfaire. Et c'est là où on tombe sur vraiment des comportements qui sont extrêmement violents. C'est quand, finalement, ils vont surobéir à ces injonctions sociales pour essayer de répondre à ce besoin, à cette motivation, mais qui n'est pas la leur, qui est une motivation qui vient de codes sociaux largement répandus et qu'ils ont, en fait, intégrés, qu'ils ont voulu faire siens, mais qui sont pas des motivations très positives et qui du coup ne poussent pas à grand chose de positif, y compris et surtout chez eux-mêmes, en plus évidemment de produire des violences sans nom à tout un tas de personnes. Je vous laisse, il faut préparer l'anniversaire d'un moment, ça a l'air sympa par ici, je repasserai. Courage pour la lecture et bon stream à tous. Et ben merci énormément d'être passé, passe une excellente journée, très bon anniversaire à ta mère, et puis merci beaucoup pour le follow notamment. Et passe une excellente journée. La fameuse pression sociale et socio-professionnelle. Bah oui. Donc là, du coup, c'est vraiment assez intéressant parce que du coup, ça met vraiment aussi en avant le fait que ces pressions extérieures qui proviennent de codes sociaux, donc que ce soit du milieu professionnel, que ce soit des films, que ce soit des séries, ainsi de suite, bref, ces pressions sociales qui nous poussent à avoir un certain type de comportement antisocial, du coup, asocial, il se trouve que on voit à quel point ça aliène les individus. Parce que ça les pousse dans ces retranchements-là. Ça les pousse dans ces retranchements-là où non seulement ils font preuve d'une violence sans nom auprès des autres, mais ils font même preuve d'une violence sans nom envers eux-mêmes. Et ils restent des personnes extrêmement malheureuses et insatisfaites dans leur propre vie, d'eux-mêmes et de ce qui leur arrive. Et c'est en ça que vraiment il faut voir que c'est un problème social. Encore une fois, je le remets en avant, mais parce que c'est le propos, ce sont des problèmes de groupe, des problèmes de société. Si on ne vient pas agir sur ces éléments culturels, sociaux, on ne pourra pas changer grand-chose. Parce que ces individus ne font que, finalement, répondre à ces éléments sociaux. Ils ne font que intégrer ces pressions constantes, omniprésentes, et ils les intègrent à un niveau un peu trop élevé, clairement. Enfin déjà les intégrer un tant soit peu, c'est pas forcément bon, parce que du coup c'est notamment ce qui pousse à voir la femme comme étant un outil, comme étant un objet, c'est ce qui pousse à voir par exemple les personnes de couleur racisées comme étant inférieures, c'est tous ces comportements-là qui sont profondément négatifs et mauvais en fait, dans tous les sens du terme. Donc même un tantinet l'intégrer, ça va pas. Mais à plus forte raison, quand ils les intègrent vraiment beaucoup et qu'ils en arrivent à faire des actions violentes, à aller tuer des personnes, à aller faire des tueries dans le cas d'Elliot Rogers, on est vraiment sur un niveau qui montre bien à quel point c'est vraiment des choses qu'il faut changer culturellement. Quand aujourd'hui vous avez par exemple en France des gens à l'Assemblée nationale qui sont d'un parti fondé par des putains de nazis et que ça pose pas problème au gouvernement tant que ça, qui collaborent avec eux en mode au calme, qu'on vient récompenser, qu'on vient remettre en avant un grand soldat Monfiac qui a fait des trucs incroyables pour la nation, tout ça. Donc, au passage, la notion de nation, déjà, ça aussi, c'est bien pété au cul, mais voilà, sans aucun souci. Alors que cette même personne a totalement détruit je ne sais combien de vies en collaborant avec des nazis derrière. Là, on est en train de quand même répandre des valeurs culturelles qui craignent bien, qui craignent vraiment bien. Genre de ouf. Aux médias aussi de quoi? Il y a des anciens nazis aux médias? Attends, quoi? J'ai pas relié le truc.
Le média, je sais que ça existe, mais j'ai jamais trop regardé. Vous parlez c'est une chaîne YouTube, le média, je crois. Un truc comme ça, non? J'ai vu passer des fois des trucs, mais je regarde pas souvent pour le coup. Il me semble que c'est le média, c'est ça? Peut-être. Le fait de ne pas avoir de problème à la TV et radio. Oui, oui, complètement, complètement. Complètement. Faut pas s'excuser, hein, faut jamais s'excuser, c'est pas le propos ici. Vous êtes tranquille, vous êtes dans un espace safe, on est là pour échanger les uns avec les autres, apprendre, se donner des idées. Faut jamais s'excuser, même si vous me perdez l'espace de quelques secondes parce que du coup j'essaie de retrouver le fil. Faut vraiment pas s'excuser, il n'y a aucun problème, vraiment aucun. Je reprends sur ce que je disais du coup. Voilà, c'est un petit passage qui montre bien que ces valeurs-là, il faut les changer, et il faut les changer d'un point de vue social, culturel, parce que individuellement, ça n'a pas d'impact, ça a trop peu d'impact quand ça en a, et généralement, c'est extrêmement trop compliqué de pouvoir venir casser des codes qui sont largement répandus et intégrés depuis des dizaines d'années. Pour les libérer, et nous libérer aussi, pour cesser de faire du mal aux autres ou commencer à soucier du sort des autres, il s'agit de stopper l'internalisation de ces cultures capitalistes, élitistes, bourgeoises, qui envahissent et qui régissent jusqu'à nos rapports entre humains, quitte à bousiller notre nature d'animaux sociaux. Cette emprise qu'il y a eu sur Elliot, ou les incels, on l'a tous ressenti à un instant où nous en avons été victimes, où nous l'avons alimentée par des adhésions à des idées de méritocratie, de hiérarchisation entre individus, de dogmatisme, de sévérité. Si on peut comprendre cela comme un problème à régler aussi en nous, comme chez ces profils, alors il me semble que la compassion peut nous guider vers des solutions qui ne sont ni autoritaires, ni pseudo-libres, mais autodéterminées et autodéterminables. Cependant, oui, le défi est énorme. Mais on voit dans les témoignages vus en confrontation, altruistes, et même dans des contenus à forte compassion comme dans Contrapointe, que l'on a cité, que cela est possible. On va couper la VOD sur ça parce que là il est 12h20, donc ça fait un peu plus d'1 heure pour la VOD YouTube. Petite fougère de YouTube, j'espère que tu as apprécié cette VOD qui était plutôt pas mal. Je trouve qu'il y avait vraiment pas mal d'éléments et que ça commence bien à se goupiller. On voit qu'on est quand même en train d'arriver vers la conclusion du livre parce que du coup on est en train de faire réagir toutes les différentes parties qu'on a vues jusqu'à présent et hop, on commence à avoir les interactions entre elles. Et ça c'est quand même vachement bien. C'est quand même vachement bien. J'ai juste tendance à oublier le délai d'interaction et je réagis au tac au tac. Ouais, y a aucun problème, Bref, petite fourrure de YouTube, à très bientôt pour la suite des VOD et des lectures. Des bisous, ciao ciao ciao.